Bonjour à vous également. Et la première loupe, nous allons parler donc de Gianni Alpha qui décide finalement de s'éloigner donc du FNDC, le Front National donc pour la défense de la Constitution disons, il était l'un des grands acteurs et d'ailleurs membre très actif, il faut le rappeler. Donc ces dernières années, après donc son exil du côté de la France, ça n'allait pas du tout entre lui également, ses prises de position sur l'actualité politique, musicale et autres. Donc finalement, il s'est décidé de mettre au terme donc, à son aventure auprès de ses collègues comme Fodé Baldé de l'UFR, également aussi de l'autre Kouduno, de Fonike Mangué et tant d'autres qui sont membres donc, de cette organisation. Mais sauf que n'oublie pas qu'il est le champion dans la mise c'est-à-dire en pause des actions. Récemment, il disait qu'il allait se retirer du monde de la musique. Et aujourd'hui, c'est le monde politique ou de la société civile qu'il décide effectivement de se retirer. Oui, justement, Gianni Alpha l'a dit dans sa vidéo, et généralement, vous savez qu'il fait souvent des vidéos depuis qu'il est en France, par rapport à l'actualité de notre pays et par rapport à la culture surtout. Vous avez d'abord ses premiers clashs, surtout avec Takana Zion, et ensuite il est revenu dans cette vidéo, cette fois-ci, parlant du FNDC. Il dit qu'il va se retirer momentanément du FNDC parce qu'il ne va pas servir de bouclier politique désormais. Effectivement, parce qu'il y a eu, au-delà de servir de bouclier politique, selon les indiscrétions des entourages du FNDC, il aurait été marginalisé. On ne l'aurait pas considéré pour la tournée du FNDC récente, du FNDC notamment de son leader, le coordinateur Fonike Mengue et Bilo. On l'aurait mis de côté, on l'aurait négligé. Et les fonds qui sont effectivement entrés n'ont pas été présenté, comme on le dit en Soussou, à bout d'intégrer. Voilà, justement, vous savez en ce que ça veut dire. En ce qui concerne un peu le FNDC, ça a été comme ça avec Abdelrahman Sano. Et après, il y a eu un fonds quand même qui a été mobilisé par le FNDC, je crois, dans l'ordre de 6 000 ou 8 000 $, quelque chose comme ça. Mais on disait qu'il y avait malversation financière, donc il y avait trop de craques, de clash entre les éléments du FNDC, surtout les leaders du FNDC. Et aujourd'hui, on peut comprendre Gianni Alpha. Gianni Alpha, on peut le comprendre. Il est leader, il est membre actif, et en plus c'est un cadre du FNDC. Si on a décidé de faire une tournée, surtout à l'extérieur du pays, et Gianni Alpha se trouve à l'extérieur du pays, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être pourquoi on ne l'a pas averti, pourquoi on ne l'a pas appelé pour participer à la tournée. Et c'est vrai, si on s'est dit aujourd'hui qu'il est marginalisé, peut-être quand même lui il a mené son combat. Quand les autres étaient en prison ici, Gianni Alpha n'avait pas sa langue dans la poche. Sauf que ce sont des révélations là, parce que néanmoins ce qu'il dit, il y a ce que moi j'ai ça. Il n'est pas encore, il n'est pas membre du bureau exécutif donc du FNDC. Il n'y a pas lieu donc à. Gianni Alpha est cadre. Il est cadre. Je crois qu'il est chargé. C'est l'un des cadres. Il est actif, c'est ça que des chefs du FNDC. Après Sano, quand Fonike Mengue a pris la tête de trucs du FNDC, Gianni, j'oublie son poste, mais Gianni a eu un poste quand même au sein du FNDC. Ça pour te dire, c'est un cadre du FNDC. On ne peut pas faire quand même, surtout peut-être s'il était en prison ou bien c'était en Guinée, on peut dire, bon, lui il est en exil, donc on peut faire certaines tournées, entreprendre certaines tournées. Mais vous êtes tous en exil, vous êtes tous à l'extérieur. Vous ne pouvez pas aller aux États-Unis, faire des tournées vers l'Europe, des trucs, sans quand même appeler ces cadres, jusqu'à ce qu'ils te disent que non, je ne viens pas, je ne participe pas. Je comprends en tout cas, ça fume au FNDC et la fumée est vraiment en train de sortir. C'est vrai qu'on a vu des récentes sorties. Et ne soyez pas surpris que Gianni Alpha, je le dis, il n'a pas sa langue dans la poche et il va faire des révélations. On va lui talonner pourquoi il fait cette pause et il va le dire. Il n'a pas envie mais je crois que pas fini, il va le dire. Mais nous avons quand même pris de l'avance pour annoncer effectivement ces différentes réalités. Sur le coup, on ne veut pas entrer dans les détails approfondis. On va simplement se limiter à ça et on va voir par la suite les révélations que Gianni Alpha lui-même va donner. Et surtout rapidement, en ce qui concerne la réaction de Gianni Alpha, et après le FNDC, sa pause, Gianni avait mis beaucoup plus de l'eau dans son vin. Parce que moi, je le suis souvent sur sa page, et même en s'adressant au colonel, et c'était pas ce Gianni Alpha hargneux contre le colonel, et cette fois-ci, il y a un ton de respect. Oui, mon colonel, je te conseille,
Parce que ceux qui sont autour, en fait, Diani Alpha est devenu aujourd'hui quelqu'un qui conseille beaucoup plus le colonel. Il a appris, peut-être, c'est un combat quand même. Il est resté sur sa ligne éditoriale, mais le combat quand même est devenu apaisant. Et le combat est devenu plutôt des conseils, au lieu que ça soit beaucoup plus maintenant des coups de force, et des propos hargneux contre le colonel. Et je crois bien, il commence à revenir, il commence à prendre de la grandeur, parce que la lutte ne se fait pas par ces genres de propos. Tu peux mener quand même la lutte avec un ton faible et tout en conseillant quand même ceux qui sont les devanciers. Tout à fait. En tout cas, ceux qui sont les devanciers, nous espérons fortement que ça puisse être une continuité. Diani, on continue avec vous. Oui, la deuxième lutte, c'est entre les enseignants contractuels et le gouvernement. Je crois bien que les lignes commencent à bouger donc, de ce côté. Et parce que si les deux ne s'entendaient pas sur les conditions donc, d'accès, disons, du recrutement de ces enseignants, hier, je crois qu'ils se sont entendus sur donc, certaines parties. Désormais, il est décidé à ce que les enseignants soient donc évalués en classe. C'est là pour éviter donc, les incursions qui ont été signalées, parce que l'une des craintes des enseignants par rapport à leur refus donc, de participer, donc d'organisation du concours, c'est que pour ces enseignants, il y a des enseignants, disons, il y a une certaine liste qui serait venue donc des personnes, notamment dans les communes, également aussi des directions préfectorales donc de l'éducation, dans les IRE également. Donc il faisait, portait donc des griefs à cela pour dire que non, ce n'était pas acceptable qu'ils fassent le concours, parce que donc il y a un risque de fraude, il y a un risque donc d'exclusion des méritants au profit des personnes qui ne méritaient pas. Donc ils étaient contre l'organisation du concours, et finalement hier ils se sont attendus à ce qu'on vienne désormais dans les salles de classe donc pour procéder à l'évaluation de ces enseignants et donc leur possible intégration à la fonction publique. Je crois que c'est très important à la fonction publique, mais sauf que oui, c'est extrêmement important. Je crois cette semaine ou la semaine dernière, nous avons reçu le coordinateur général Alcine Mamiti Camara, des anciens contractuels. C'est une des revendications qu'ils ont posées sur la table face au gouvernement. C'est quand même salutaire d'entendre cela. Il faut préparer son numéro et on va l'appeler d'ici là. S'il décroche, on va quand même entendre de sa bouche ce qui s'est réellement passé. Yanné, c'est bon? Merci. Alors, on va avec vous, monsieur Mohamed Kroma, pour vos loupes du jour. Oui, moi, ma loupe, c'est à partir de Sigiri. On parle encore d'insécurité. Vous avez vu récemment, quand même, les autorités ont doté certaines régions de brigades anticriminalité, parce qu'après, dans l'exercice, on appelle anticriminel, mais des brigades anticriminalité dans beaucoup de régions. Mais sauf que, à partir de Sigiri, malgré la présence, quand même, de ces unités, ce sont des attaques à main armée et puis en pleine journée. Et hier, par exemple, nous on a vu un élément avant-hier, c'était une attaque contre une poissonnerie où les malfrats ont emporté plus d'une centaine de millions en pleine journée. Et ils ont mis les personnes, c'est-à-dire le gestionnaire, le gérant de la poissonnerie et les femmes qui étaient venues pour l'achat ou bien déposer de l'argent, et les ont mis au respect. Ensuite, emporté plus de 100 millions. Pendant ce temps, on s'est dit 15 minutes ou 20 minutes quand même d'opération, ou bien même 10 minutes d'opération, et que la police et même les gardiens, personne ne puisse intervenir. On s'est dit qu'il y a un problème. On s'est dit comment on a fait le recrutement, et ils sont allés sur quelle base. Est-ce que exactement ils sont allés, c'est pas du make-up ou bien c'est pas du matu vu. Est-ce que réellement le rôle régalien aujourd'hui des forces de défense et de la sécurité, est-ce qu'ils n'ont pas oublié ce rôle-là? Parce qu'on ne peut pas comprendre que ces éléments patrouillent dans ces villes, ou bien ces éléments existent dans ces villes, et qu'il n'y a même pas encore une semaine de leur installation, et puis les bandits se permettent en pleine journée de venir encore procéder à des attaques. Je me dis quelque part, il faut qu'on essaie de revoir encore les copies pour voir exactement qu'est-ce qu'il faut pour sécuriser désormais les populations et leurs biens. Parce que ça devient trop récurrent. Je crois, on va parler du bilan. Surtout l'insécurité. Voilà, parce quand on va parler du bilan tout à l'heure, constamment, on voit soit c'est quelqu'un qui a perdu la vie, la mort d'une personne, vraiment de façon qu'on ne comprend pas, de l'insécurité, mais c'est aussi normal parce que c'est une zone aurifère. Et la zone aurifère, il est extrêmement important que l'État prenne ses responsabilités pour créer de la sécurité pour les habitants de cette zone aurifère, parce qu'une zone où on exploite de l'or est une zone qui est effectivement en proie à la criminalité, à l'insécurité. Donc, si les agents de sécurité ne sont pas actifs sur cette zone, ça va devenir extrêmement compliqué. Alpha, bonjour et bienvenue. Bonjour, moi, je pense dans ces zones, comme tu...
à nos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Voilà, maintenant ton micro après. Voilà. Merci. Moi, je pense bien dans ces zones-là, comme tu le disais tout à l'heure, est-ce qu'il ne faut pas doubler ou bien inonder quand même ces forces de défense et de sécurité dans ces zones? Pas du tout, ça ne suffit pas. Non, je dis pas. C'est pas le nombre qui crée l'efficacité. Non, ça peut dissuader. Ça peut dissuader. Il fallait le dire bonjour. Ça peut, attends, ça peut dissuader. Je dis bien, ça peut dissuader. Je suis pas d'accord. C'est pas le nombre quand même qui crée quand même l'efficacité. L'efficacité, je suis d'accord avec toi, mais l'effet dissuasif quand même peut être là. Parce on s'est contenté quand on veut enlever les citoyens sur ces zones orifères, on s'est contenté d'envoyer des gendarmes au niveau des lieux d'exploitation, des camps, mais quand il s'agit de la sécurité, on est extrêmement muette. Ça aussi, c'est un autre problème. Moi, je pense qu'il faut que le ministère de la Sécurité puisse se réveiller parce que la protection des personnes et de leurs biens incombe effectivement à ce ministère. Je pense bien qu'on va parler mais arrêtez, Desco, mais ça fait rire. Comment, non, l'insécurité... Laisse-moi te placer ça, je l'ai dit. On enregistre un vol à l'enceinte de la cour du ministère de la Sécurité. Non, mais vous n'allez pas me sortir ça, les gars. Vous voulez quelle sécurité? Non, vous voulez quelle sécurité? Depuis l'évaluation des membres du gouvernement, je le disais une fois ici, et tu étais un peu en convalescence, je le disais ici, nous aussi, nous avons le droit d'évaluer les membres du gouvernement. On les a évalués. Voilà. Non, nous aussi, d'accord. Nous sommes maintenant dans l'heure est au bilan. Nous aussi, on va donner tout à l'heure nos bilans. Évaluons-nous vivants. On va le faire tout à l'heure. Allons-y, Odilon, pour ta loupe, mon ami. Voilà, pour ma loupe, avant cette loupe, acceptez, chers amis, que je rende hommage à un de mes professeurs, un de mes formateurs à Dakar, à Bamako en 2018, le professeur Eric David, qui était considéré jusqu'à hier comme étant le pape du droit international humanitaire, qui a été rappelé à Dieu. C'était un grand homme dont le mérite est salué aujourd'hui par les scientifiques à travers le monde. Et pour la petite anecdote, non, c'est un Belge. Il y a l'ancienne vice-présidente de la CPI, Mme Fatoumata Diarra, une Malienne, qui a été aussi une de mes formatrices. Mais le jour de la formation, il y a un participant qui lui pose la question. Elle répond, attendez, demain, nous recevrons tous le professeur Eric David et je serai à votre place comme participante aussi pour l'écouter. Comme pour vous dire que c'était une sommité du DIH. Donc, paix à son âme. En tout cas, nous souhaitons toutes les condoléances à sa famille et surtout au monde enseignant qui a connu cette grande perte. Alors, on va continuer avec la loupe. J'ai deux loupes ce matin. La première, c'est par rapport à l'évaluation, le travail que fait la Géroute. Voilà. Je vous envoie, curieusement, je vous demande de passer au carrefour de Lambaye, la route qui monte vers Anko 5. Faites à pied 100 mètres. Le rond-point Lambaye pour Anko 5. Faites juste 100 mètres à pied, vous verrez la pagaille qu'a faite la Géroute. Il y a des nids de poules, mais de gros nids de poules. Je ne sais pas si c'est du sable qu'ils ont mélangé avec du ciment, qu'ils ont mis entre les goudrons, mais c'est désagréable à voir. C'est ça la réalité. Donc ce matin, je suis vraiment remonté. Je n'aurais pas voulu que ce dernier numéro soit un numéro où le polémiste Odilon est remonté, mais vraiment ce qui a été fait, c'est mauvais. C'est fait. Avant-hier, ils y étaient. Mais allez-y visiter. C'est du n'importe quoi. En fait, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est du n'importe quoi. C'est que on se demande si c'est des amateurs. La Géroute, l'autre dossier qu'on a sur la Géroute, bientôt on va l'étaler, mais sur d'autres. Sur d'autres émissions, parce qu'on est en train de rechercher encore plus sur les décaissements effectués sur la réalisation de ces routes. Ce qu'ils font, c'est que normalement sur un goudron, on ne peut pas sur le goudron prendre le ciment et mettre du béton, parce qu'en fait ça va quitter. Ce qui est mis, ce n'est même pas du béton. Ce n'est pas du béton. Alors sur ou bien vous enlevez le truc de Lambaye, ce n'est ni c'est un soubassement qu'ils ont. Un soubassement, c'est même pas du béton. Mais c'est un soubassement, parce qu'en même temps ça crée des nids de poules. Même avec votre main, vous n'avez pas besoin de pelle. Et donc c'est même avec la main, vous pouvez dégager la chose. Pour le montant dégagé pour ces activités-là. Mais nous en parlerons. Beaucoup de voyages au niveau de la Géroute, des sorties sur la Côte d'Ivoire et les pays qui coûtent extrêmement beaucoup d'argent. Alors on parlera de ces gestionnaires de la Géroute, mais ça c'est extrêmement, vraiment rapidement. Parce que ma prochaine émission, c'est une émission d'enquête, c'est pourquoi je il y aura un dossier rocambolex sur la réalisation du tronçon
Geke Zerekouré. Ce contrat est confié à une entreprise qu'on appelle ECG, si je prononce bien, mais sous la direction de l'Ageroute. Mais c'est du n'importe quoi encore aujourd'hui. Donc je retiens mon souffle et on en parlera. Ne mettez pas les charrues avant les bœufs. Si l'Ageroute pouvait faire des dommages, parce que moi c'est sur ces tronçons avec ces nids d'éléphants que ma voiture BMW au moins a pris un coup et jusqu'à présent c'est garé. On ne parlera pas de ça. Chacun a son problème. Ma pièce quand même. Ma dernière loupe, c'est cette observation. Ma dernière loupe, c'est cette observation que j'ai faite de cet article de RFI qui parle des coups d'État en Afrique au cours des 3 dernières années. Une cartographie qui est présentée, on voit le Mali, on voit le Burkina Faso, on voit la Guinée, on voit le Gabon, mais on ne voit pas le Tchad. Grosse question que je me pose. Donc, la grosse question, c'est quoi? Ce qui s'est passé après le décès du président Idriss Déby, comment on peut l'appeler? C'est la grosse question que je me pose. Pourquoi le Tchad ne figure pas sur cette carte-là? Que RFI... Non, peut-être ça a été un oubli. C'est pas un coup. Non, écoutez, RFI quand même. Parce que sincèrement, pour tout te dire, il faut comprendre. C'est pas un oubli. Alpha, on va avec ta loupe. Non, mais on reporte. Non, c'est RFI qui a le droit de me répondre. C'est RFI qui a le droit de me répondre. On ne peut pas passer sur le cas du Tchad. Non, c'est bon, on va revenir. Le cas du Tchad, on parlera de ça tout à l'heure. C'est la forme la plus classique du coup d'État. On parlera de ça tout à l'heure. Restez sur votre tranquille, Alpha, oui. Pas de loupe, mais un coup de cœur et surtout un remerciement à la direction générale, certainement. Nous l'avons déjà fait. Effectivement, moi aussi, de mon côté. Je l'ai fait au nom de tout le monde. Et surtout, le droit d'élève s'impose. Ces millions, ou bien ces milliers d'auditeurs qui ont pris la peine de se réveiller à 5 h du matin et de nous suivre. Vraiment, ça a été un honneur et un plaisir. Et si on a offusqué quelqu'un, ou bien si j'ai offusqué quelqu'un à travers mes propos, je présente mes excuses. Mais l'émission n'est pas encore terminée, parce qu'on te connaît. Oui, mais tu vas encore taper sur les gens ce matin. Non, on va taper, mais vous savez, la communication... Tu t'excuses d'avance alors, hein? Non, des fois, comme c'est vendredi, nous sommes vendredi saint, donc il faut redescendre sur terre. Laisse-moi t'applaudir ce matin. C'est le médiateur de Dioma pour le Niger aussi. Voilà, je voudrais que tu t'excuses auprès de Monson Sangala. On revient.